Attention, clap. Silence. Toutes les bagatelles, en fait, à part la quatrième, sont des descendantes de la sonate, parce qu'elles s'organisent à partir d'une commune parenté avec un développement. Or, les développements eux-mêmes ne durent généralement pas plus d'une ou deux mesures. Ces mesures réservent la principale difficulté. Les interprètes doivent réaliser les deux choses, la véhémence qu'il y a là derrière et la force du mutisme. Je pense que c'était pas dans la nuance la différence, mais c'est que je suis assez expressif sur la dernière note. Et du coup, t'attaques tout de suite avec un. Ouais. Vous pouvez le faire tous les deux Oui. D'accord. Ouais. Il faut le vibrer, vous pensez? Ouais. C'est vraiment mieux comme ça. Ouais. Vas-y encore. La respiration. Encore une dernière. Là, je perds le. Je sais pas comment le respire en fait. Si je le. En fait, il faudrait presque que tu imagines jouer la partie de Sylvain, en fait. Si je le pense sur une croche, cette respiration, si je la pense sur une croche ou sur une noire complète. C'est Voilà. peut-être rentrer avec l'activité que je t'amène. Ouais. Pas rentrer trop calme. Ouais, C'est très romantique comme geste. Hein. C'est dommage. La seule chose, on entend comme si tu commençais quelque chose en fait. Ok, encore un petit peu peu. plus de souplesse. Ok, c'est carrément. Ok. On va essayer d'avancer un peu. Avec moi? Non, bah on va le refaire. Ouais, en peut-être plus, avec c'est toi. pas. Ok. Je pense que ça peut être plus en rapport comme si c'était une plainte un petit peu. On ne trouve pas un son, pas un pizzicato, pas un bruit naturel, pas un silence qui, dans ces moments musicaux que sont les bagatelles, ne remplirait pas une fonction aussi précise et aussi évidente pour une oreille active que les éléments formels ou les phrases dans un mouvement de Beethoven ou de Brahms. 3 notes peuvent représenter un développement et un seul son une coda, sans que jamais l'oreille doive douter du sens de la forme. Réussir à donner l'impression d'un énervement, d'une excitation, de n'importe quoi, la seule manière de vraiment bien le réaliser, c'est de le ressentir soi-même. Ouais. Si, Ou de le ressentir à 4 plutôt. Ouais, bah, parce que là, On est en obligé de le l'occurrence, ressentir avec on est 4. façon. Bien sûr, ouais. Mais je pense que c'est aussi une grosse difficulté. ouais, c'est difficile de jouer la comédie sur ce genre de choses. Si on doit être très intense, on doit sentir quelque chose qui monte, je pense qu'il faut aussi le ressentir physiquement. Après, pour réussir à le retranscrire au niveau sonore. Et là, le problème de Webern, c'est que ça va très très vite. C'est qu'on passe vraiment d'un état de calme absolu à quelque chose qui, en 4 temps, avec un accélérando, Mais la doit difficulté. être le climax absolu de la violence. Amener logiquement un sentiment qui est très extrême, avec des nuances de triple forté sur les pids de l'alto, qui est le climax de cette première bagatelle.
il faut réussir à ce que ce soit logique, continu, parce que c'est quand même un crescendo continu, en très peu de temps. Et ça, c'est très dur. C'est-à-dire qu'il faut être très très précis. Ça marche pas. Non, si problème rythmique. Pas du tout. 1 et 2 et... Non, non. Pour l'instant, est-ce qu'on peut le faire Sans accélérer. Sans accélérer. parce que- 1 et... Est-ce qu'on peut récupérer l'accélérando dans ce tempo-là? On est dans un état de calme au début de la pièce, et d'un seul coup, en fait, tout s'accélère, et les modes de jeu aussi, donc l'enchaînement des modes de jeu vont s'accélérer aussi, ce qui fait que, donc notamment, en outre le fait d'avoir des déplacements difficiles, on va avoir aussi beaucoup de gestes très différents qui se rétrécissent petit à petit. Les dynamiques qui sont donc très changeantes au violoncelle vont créer cette instabilité en fait à ce moment-là, ce qui fait que justement on est, à cause de la partie de violoncelle, on est obligé de monter en fait en intensité pour arriver justement sur le climax en fait de la mesure 7. Avec nous. Faut vraiment tomber dans un autre climat tout de suite. Je pense. Ah, tout de suite, oui, parce que c'est vraiment le retour de l'ambiance du début en fait. Je fais ma levée, puis on essaie. Hop. Si on n'a pas le parcours très évident inscrit en mémoire, on rate des climats, on passe à côté de certaines choses, de certaines couleurs. Et ça veut dire d'ailleurs passer au-delà de pans musicaux, parce que finalement, Petit plan, mais voilà, mais énorme du coup, parce que finalement comme le cadre est si petit, si on passe à côté de 3 notes par exemple, on passe à côté de tout un chapitre de roman finalement. J'ai qualifié la deuxième pièce, d'une énorme difficulté, de valse. Je ne l'aurais pas osé si Webern n'avait pas volontiers recouru à ce genre d'expression pour d'autres pièces. Bien évidemment, on pourrait m'objecter qu'il manque à cette pièce la plus grande caractéristique d'une valse, le rythme à 3 temps. Elle est écrite du début à la fin sur un rythme à 5 temps. Et pourtant, elle rappelle une valse qui aurait, pour ainsi dire, perdu sa familiarité, mais qui n'aurait pas renoncé pour autant à être là. Une idée d'ailleurs qui n'était pas étrangère à l'impressionnisme. Il y a une sérénade interrompue de Debussy. Un des gestes extraordinaires dans l'écriture de Webern, dans le sens qui sort de l'ordinaire, c'est la levée de la deuxième bagatelle,
au second violon. Parce que c'est une levée inversée par rapport à ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Une levée, généralement, nous sert à amener le premier temps qui assoit un tempo, une nuance, une dynamique, un caractère. Et là, c'est tout l'inverse. C'est une levée qui commence dans un caractère, qui s'essouffle subitement. Parce qu'il écrit une nuance mezzo forte avec un diminuendo jusqu'au piano sur le premier temps. Donc on a vraiment cet effet un peu contradictoire d'emmener un ensemble dans une dynamique et de devoir tout de suite l'effacer. Donc je vais essayer d'abord la réaliser comme s'il était écrite classiquement, c'est-à-dire pour nous amener un premier temps qui serait un des appuis de la pièce. Ce qui serait une écriture classique, et donc l'écriture de Webern. Donc on a une espèce de yam plum 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 plum. Ouais. Quand même. Il y a quelque chose qui est lancé, ouais. Voilà. Papa pom pim pom pim pom. Surtout avec les registres, en fait. Quand Ouais, vous ça, êtes dans ça, l'aigu avec moi l'hyper grave, comme ça, ou wam plim plum plum. Ça peut aussi, Il y a un ça peut aussi. Peut-être que la valse est lancée justement à ce moment-là. Ok, d'accord. Pim, pom, pim, pom. Tout, peut-être. Ouais, tout. Quand on a commencé au tout début à travailler cette pièce, sans savoir que c'était une valse, on sentait le côté dansant. On sentait quand même, on sentait qu'il y avait une grosse différence par rapport à l'écriture des autres pièces, justement. Et c'est une volonté de sa part, je pense, d'inverser un peu les codes, justement, de la valse, de mettre des faux appuis, peut-être dans la forme, c'est écrit comme une valse, quoique pas forcément partout, mais il me semble que c'est une volonté de déstructurer de sa part. Je pense que ce qu'on va garder vraiment de l'esprit de la valse, ça va être le caractère. On va Oui. essayer de jouer chaque motif avec un peu un caractère dansant et On va essayer de un trouver peu ça. joyeux et en tout cas sautillant. Il y a une écriture assez chaotique qui de temps en temps fait surgir des choses ensemble en fait. Donc, effectivement, ce sont des points de repère qui vont nous aider à faire en sorte de se mettre d'accord en tout cas sur des points de rendez-vous et puis surtout sur des points aussi au niveau de la trame à dégager en fait. Bon. On va se mettre par-dessus. Directement le premier temps de la deuxième mesure. Finalement, on n'a pas de chef d'orchestre. Pour ça, ce serait beaucoup plus simple avec un chef d'orchestre. Donc, on doit agir un peu corporellement aussi pour se retrouver, pour se donner des points de rendez-vous, pour avoir une respiration plus courte, plus longue, plus... Mais dans le cadre d'une écriture où on a deux voix qui jouent la même chose, ça va être plus une histoire d'attention entre les deux. Je pense que c'est un moment dans la pièce où ils vont forcément se chercher plus du regard pour vraiment se sentir et que ça va être parfaitement ensemble à ce moment-là. Il y a deux autres types, deux autres manières d'être ensemble dans cette pièce qui sont difficiles, notamment la mesure 4, où là on a un rythme qui est décomposé entre les instruments. On doit entendre clairement un triolet et deux croches, pa 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 pa, sauf que personne ne joue deux notes consécutivement. Donc On est peut, obligé on peut- de on la- peut le faire, on peut le montrer très Ouais. lentement. Lentement, Ta- ta- peut-être. ta- ting. 1, 2, 3. Plus vite. Et donc là, ça ne joue pas tellement à direction ou à chercher à être ensemble, c'est vraiment du réflexe auditif. Dès qu'on entend l'autre, on part. On sait qui joue juste avant nous et on sait qu'on doit réagir à ce qu'il nous propose. La seconde école de Vienne, par rapport à la première, je dirais que c'est plutôt dans... Pas forcément, en tout cas ici, pas forcément dans l'écriture même, mais dans l'esprit. Il y a quelque chose qui apparaît et qui est là.
c'est presque insaisissable, en fait, parce que, bon, c'est sûr qu'au premier abord, c'est pas évident de voir ça. Mais effectivement, dans un deuxième temps, il y a quelque chose d'insaisissable. On sait que c'est viennois, et on ne sait pas forcément pourquoi. Ouais, même si l'écriture est à 5, il y a quand même une petite division écrite par Webern en 2 et 3 qui Qui n'est pas régulière d'ailleurs. ouais, qui n'est pas régulière, qui fait une valse un peu boiteuse, mais on a des mesures finalement. Je veux dire, par rapport aux mesures, il y en a où ça commence 3-2 et 2-2-3 par exemple. Non, la seule mesure vraiment à 3 temps, c'est la dernière finalement. Mhm. Comme un espèce de pied de nez, et on finit en 3-4, même si on n'a pas du tout le balancement habituel de la Ouais, on a valse. pas du tout la sensation à ouais. la fin, effectivement, d'avoir... Avec, La date, on peut décomposer parce que. Avec j'ai- toute la j'ai- mesure j'ai- 4. J'ai l'impression que ce départ-là, vous le jouez sur moi, Sur je vous toi, donne le ouais. temps. Après, l'alto vous aide à arriver jusqu'à la deuxième note. Mhm. Et après, nous, notre croche, on la cale en fonction de vous. Le Donc, glissando en fait. C'est vrai qu'il y a un peu trois On swing départs sur- en très peu de temps ici. On swing sur ton glissando. Mhm. Alors depuis peut-être 4 directement. Ou alors le glissando, Peut-être juste team. pour montrer, peut-être. Ouais, juste pour montrer ça. Il me semble qu'on est plus vite. Hein, aussi. Ouais, on est plus vite. Ta-da-da. Et donc, au niveau de l'alto et des second violons, on est obligé de se donner la croche, parce que comme c'est une croche piquée très brève, on se donne un geste pour être sûr vraiment de la jouer ensemble. La gageure aussi en quatuor, c'est de non seulement d'avoir effectivement le son commun, c'est-à-dire d'avoir vraiment l'impression d'avoir un seul instrument, mais aussi finalement d'avoir une pulsation commune interne. C'est-à-dire que on sente vraiment la pulsation de la même manière. Et ce qui fait que dans ce genre d'œuvre, là par exemple, de pouvoir gérer un ritard d'ando et puis ensuite tempo, ensuite de relancer la pulsation du tempo, du a tempo, ça se travaille aussi et puis ça se ressent en fait. Donc c'est quelque part travailler le naturel, ce qui est complètement paradoxal en fait. On est obligé de travailler quelque chose qui doit paraître naturel. C'est-à-dire que chacun va trouver son outil. Par exemple, là je remarque que par exemple, Grégoire, donc l'altiste, va plutôt regarder Nicolas, le premier violon. Et alors que quand il se donne des départs en fait avec Sylvain, le second violon, par exemple avec Nicolas, c'est plus par la gestuelle. Et puis ça dépend en fait. Même il n'y a rien de vraiment général. C'est qu'après chacun va trouver sa solution pour aussi jouer de manière commune. Il y a pas mal de travail, il y a des exercices qu'on peut faire, par exemple de jouer en se tournant le dos, ou de jouer dans le noir, et de partir ensemble malgré tout. Il y a
c'est un peu mystique des fois le quatuor. Il y a vraiment l'idée de faire un avec 4. Et du coup, c'est que en se connaissant de mieux en mieux, en travaillant régulièrement ensemble, qu'on arrive enfin à avoir ce genre de moment où on est très ensemble et on ne sait pas pourquoi. Ah bah ça va, à peu près. Non. Encore une fois. Le tempo, je sais pas si on est bon. Ça me paraissait rapide en fait, Ouais. l'appréhension. La troisième pièce commence avec un récitatif à l'alto accompagné d'un accord au violon, ou plus exactement d'une anacrouse très élaborée. C'est le ritardando, indiqué par Webern au-dessus de la première mesure, qui évoque ce caractère d'anacrouse. Le temps principal n'arrive qu'à la deuxième. L'alto doit jouer ses quintolets librement, en improvisant. Entre la peinture et la musique, on a plusieurs gestes qui peuvent être communs en fait. En tout cas, il peut y avoir des métaphores, en fait, des fils tendus de perspective entre le geste du pinceau et le geste de la musique. Par exemple, ce que disait Sylvain sur sa mesure 2, en dessous au violoncelle, il y a une note tenue comme ça, blanche, et qui pourrait presque faire office de toile, et que par-dessus, en fait, il va y avoir une sorte de geste pictural, en fait, qui accompagne la Hauptstimme, la ligne principale du premier violon, qui lui rentre de manière assez mystérieuse et de manière assez vive, bien que contenue. Et du coup, on a quelque chose aussi, comme on a dans cette partition comme un rapport de plan qu'on pourrait aussi avoir dans un tableau. Plus on travaille cette pièce, après je ne sais pas pour mes collègues, mais en fait, il n'y a jamais de discontinuité à la fois d'une ligne de fond, qui serait la toile, et en même temps, on n'a jamais de rupture de lyrisme. On commence par l'alto, qui continue par un motif un petit peu plus abrupt du violon 1, qui est repris par le violon 2, qui est repris par le violoncelle et le premier violon, ensuite le violoncelle sur la mesure d'après, et avec une cassure à la mesure 6, et on reprend quelque chose. À partir de la mesure 6, en fait, on a quelque chose qui petit à petit redevient sensation pure, sans vrai discours. Qui redevient l'espace et voilà. Jusqu'au vide. Voilà. Alors, c'est ça qui est un peu paradoxal, en tout cas, de forces qui rentrent en conflit, en fait. C'est peut-être ça qui va être intéressant de travailler aussi dans cette pièce-là, c'est le rapport entre espace et lyrisme. En tout cas, le monde sonore devient concret. Et on peut quasiment toucher, quelque part, chaque son. Son affinité avec Klee va plus loin que la simple analogie entre une démarche qui, dans la période intermédiaire de l'un et de l'autre, élimine tout ce qui est patte et volume pour ne retenir que la linéarité. C'est celle-ci même qui les apparente.
un graphisme singulier, une expressivité tout à la fois bien déterminée et énigmatique de l'écriture. Cela s'appelle un griffonnage. La vraie différence entre le discours et la texture, le discours il a fortement une articulation et un déroulement rythmique, et la texture pas forcément. Je pense que ce qui symbolise le plus la texture au niveau musical, c'est le trémolo. L'utilisation du trémolo, parce que c'est quelque chose qu'on marque toujours de la même façon, mais on peut trouver au moins 5-6 façons de jouer un trémolo pour donner un sentiment différent. On peut jouer un trémolo lent sous le tasto pour donner une impression de calme, un peu fluide. On peut jouer au contraire très serré, très timbré pour créer une tension. C'est vraiment, le trémolo, c'est un endroit où on a un espace de liberté. Et du coup, on doit avoir une vraie vision d'interprète pour exécuter un trémolo, parce que c'est jamais dénué de sens. Et si on veut donner un sens à un trémolo, il faut y réfléchir. Je sais pas si on le perçoit quand même. Il faut plus le percevoir. Presque, parce qu'il met vraiment de disparaître. Chaque voix disparaît en fait. Et d'ailleurs pas au même moment. Le violoncelle disparaît à la fin de l'avant-dernière mesure. Et vous trois, vous disparaissez vraiment au même moment. Ok. On fait Ouais, tout. je pense qu'il faut aller jusqu'au point zéro de l'audition. On se demande si on a encore joué ou si... Oui, parce que de toute façon, on tend l'oreille. Quand on écoute ces bagatelles, de toute manière, on est obligé de tendre l'oreille parce que le silence est très important et que c'est très dépouillé. Donc on entendra, on percevra, je pense. La 5e mesure est décisive, et si j'en crois mon expérience, difficile à rendre. Elle expose le modèle rythmique de tout le reste de la pièce. Tout ce qui suit va dépendre de ceci, que son rythme avec les 4 attaques successives de double croche, puis les 2 croches, soit parfaitement clair. Est-ce qu'on peut essayer de le faire dans papi, 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 et d'être très précis dans ce tempo-là, avec des nuances dynamiques. 2, 2, 3, 4. C'est ça qu'il faut réussir à trouver plus vite, quoi. Est-ce qu'on peut faire au ralenti, si ça vous va de passer à la suite, à 7. Je fais mon intervention là. Et... Pam, pam. On fait directement ça en fait. Mais lentement. Pour bien... Sans le premier temps, quoi. Ça. Voilà. Ouais. Attends, je comprends pas. Sans le premier temps. Encore. 3. Encore. Pardon. Ok. Cas de typique le point de vue de Klee quand il observe la nature. La pousse d'une plante, la forme d'une feuille, etc. Il ne la regarde pas pour la reproduire, mais pour comprendre ses structures et ses mécanismes. Il y a chez lui une grande capacité de créer des développements organiques et ainsi de réinventer une nature qui lui appartient en propre. Ne la copiant pas, il la retrouve dans des schémas. Webern a cette même préoccupation de créer des forces à la fois géométriques et organiques. L'un comme l'autre pourraient prendre leur source chez Goethe, auquel Webern fait constamment référence, et dont Klee se rapproche en examinant la métamorphose des plantes dans la nature. La plante vient d'une unique cellule et se développe elle-même organiquement en accord avec une géométrie très précise. Elle est dans le même temps une et multiple. L'idiosyncrasie de l'esprit lyrique contre la toute-puissance des choses est une forme de réaction contre la réification du monde, contre la domination des marchandises sur les hommes, qui s'est répandue depuis le début des temps modernes
et développé après la révolution industrielle jusqu'à devenir la force dominante de la vie. Le moi qui parle dans la poésie lyrique est un moi qui se définit et s'exprime comme opposé au collectif, à l'objectivité. Il est encore uni immédiatement à la nature à laquelle se réfère son expression. Il l'a pour ainsi dire perdue et cherche à la rétablir en lui donnant une âme, en se plongeant en lui-même. Ce n'est qu'en étant humanisé que la nature pourra à nouveau récupérer ce droit que l'homme lui avait retiré en la maîtrisant. Mais finalement, ça nous oblige, quand on s'attaque à cette bagatelle, à ces bagatelles, de se reposer la question du lyrisme. Qu'est-ce qui finalement définit aussi le côté lyrique, justement? Donc c'est une certaine horizontalité et le mouvement, en fait, d'une ligne. L'idée de Webern est celle d'un lyrisme absolu. C'est la tentative de dissoudre toute la matière de la musique et tous les éléments objectifs de la forme musicale dans le son pur du sujet, sans que subsiste face à celui-ci le moindre résidu, corps étranger, abrupt, inassimilé. Donc finalement, c'est un lyrisme qui se concentre sur l'instant, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer d'un lyrisme plus classique, qui se définit par le déroulement, en fait. Alors que là, on a un certain lyrisme, justement, qui se condense, en fait, sur le moment. Alors juste, n'oublions pas que tu l'es, hein, mais c'est juste histoire d'être conscient qu'à 6, la mélodie aussi doit s'imbriquer dans cette espèce de cône un peu rythmique, où on a quelque chose d'assez serré rythmiquement avec le violoncelle, quelque chose d'un peu moins serré. Donc moi c'est 4, toi c'est 3, ta, di, da, avec à l'alto 2, etc. Et puis en fait, lui, le premier violon va étirer en fait tout ça. On va avoir une espèce de sensation de liberté, mais qui n'est pas vraiment une liberté parce qu'elle est imbriquée dans ce cône, en fait, rythmique. Donc il faut vraiment bien être exact. C'est juste ça. Sinon, l'expression se casse, je trouve. De même, il est peu probable que l'on rate la 4e pièce, où les répétitions de notes isolées ou de groupes de notes jouent le rôle principal. Seulement cette fois, on ne doit jamais abandonner l'aspect irréel de la sonorité.
Allez. La cinquième pièce, l'Adagio, est la plus simple tant du point de vue de la composition que de la technique d'interprétation. Les tâches devant lesquelles on est placé, sans jamais être simples, sont à l'opposé de celles des autres pièces. Il ne s'agit pas de donner du sens par l'articulation à ce qui est instable et très complexe, mais, comme avec une extrême économie de notes, polémique en un certain sens, par une impitoyable technique de l'omission, de procéder de telle sorte que la profusion là derrière devienne palpable, que ce qui est esquissé échappe à la monotonie. Quelque part, c'est un peu l'intonation du silence, justement. Trouver la justesse d'un silence pour créer cette tension naturelle, justement, qui fait que la plante, justement, puisse évoluer. Insondable signification de cette flore, c'est pour moi le plus grand enchantement. J'y vois une idée inouïe. Je peux vraiment dire que ce que je perçois là constitue ce pourquoi j'ai lutté toute ma vie, musicalement parlant. Une part essentielle de ma production musicale peut se réduire à cela. De même en effet que le parfum et la forme de ces plantes agissent sur moi, comme un modèle donné par Dieu. De même, je voudrais qu'il en aille ainsi de mes formes musicales. Ce silence, en fait, c'est comme une parure pour que chaque son devienne un joyau, presque, en fait. C'est-à-dire que vraiment, du coup, on se concentre sur chaque aspect sonore parce qu'il y a une densité de silence. Et que, du coup, chaque son va surgir, en fait, de ce silence. Ouais, et pour nous, c'est la difficulté. C'est des bagatelles qui peuvent paraître simples au niveau du jeu, mais c'est quasiment ce que je trouve le plus dur à faire. C'est d'avoir vraiment ce son, d'aller jusqu'à la limite du silence. C'est bien qu'il me manque. T'es hashtag, donc je pense qu'il faut que tu t'aimes un peu plus. On entend bien quand même, hein, tu te fais le...
Ah ouais D'ailleurs, moi je l'entendais pas du tout au début. Là. Moi j'entends bien là, mais. Ça a mis une croche à sonner, non? En fait, comme on part du niente, alors j'en sais rien. Enfin, on part pas du niente, on part du 3 pianissimo, mais du 3 P. Mais... Et peut-être que pour la première fois, on a le temps d'entendre les harmonies, je sais pas si c'est le bon terme, mais on peut prendre le temps d'entendre l'organisation des accords et la justesse des accords entre eux. Ça, c'est la première fois qu'on a ça dans les bagatelles. C'est vrai qu'il y a des vraies couleurs d'harmonie. Harmonique. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est aussi l'utilisation de beaucoup de soufflets vraiment symétriques. C'est-à-dire qu'on part du point zéro, on monte et on doit mettre autant de temps pour revenir au point zéro. Donc moi, je trouve qu'il y a une vraie sensation d'éclosion de chaque son. Le son naît, il se développe, il s'ouvre, il se referme pour revenir au point zéro. Et ça, je trouve que c'est assez... pour moi, en tout cas, ça me parle au niveau de la symbolique de la fleur. Cette sensation d'éclosion, refermeture. Le silence n'a plus la même fonction, je dirais. Alors qu'on a une fonction du silence dans la tension au début, dans une tension d'évolution, là on a un crescendo de silence, en fait, jusqu'à cette mesure de cassure. Et quelque part un décrescendo de silence au niveau de la tension aussi, jusqu'à la fin. Je l'ai pas... C'était vraiment tout. Et un peu fort aussi, peut-être. Le problème, c'est que si je le fais pas assez fort, Ouais, t'as pas la j'ai pas la glissade. Ou alors il faut vraiment... Tu mets de l'ongle. Ça peut marcher. Et puis pianissimo. Monsieur, ça marche? En fait, ça marche si je mets de la vitesse dans le geste. L'extraordinaire subtilité qui habite cette austère partition et qu'il faut arriver à rendre à un modèle. La dernière des célèbres 6 petites pièces pour piano de Schoenberg, opus 19. Pour s'immerger dans la pièce de Webern, le quatuor aurait tout intérêt à se familiariser d'abord avec la pièce de Schoenberg, quand même plus simple. On y étudiera le poids différent que prennent des événements harmoniques identiques. En outre, les 2 pièces appartiennent à la même époque. Celle de Schoenberg a été écrite en 1911, celle de Webern en 1913. Toutes les 2 atteignent une position limite de la musique expressive, une tendance au mutisme. Harmonique. Tri. Harmonique. Spiccato Spiccato chevalet. chevalet, spiccato chevalet, Harmonique. Pile. arco chevalet, tri, Harmonique. Harmonique. arco, Pile. Harmonique. Arco. harmonique, Harmonique. phrase mélodique, Harmonique. Arco. legato, Pizzicato. Harmonique. Arco. Harmonique. Harmonique. harmonique, 3 doubles. Trémolo, forte. tremolo, harmonique. Je crois que ce qui est compliqué, c'est les différents timbres
qui doivent s'enchaîner. Donc on doit passer du Ponticello au pizzicato et ça doit faire une seule ligne. Et je pense que c'est ça qui est dur à gérer pour qu'on comprenne la mélodie, parce qu'elle est répartie suivant différents éléments qui n'ont pas la même, qui n'ont pas le même procédé d'écriture. Et ça, je pense que c'est ça qui est assez compliqué à réaliser. Et contrairement à ce qu'on peut penser, généralement les éléments qui sont écrits d'une manière un peu anormale, on va dire, pas anormale, mais pas, je sais pas comment, traditionnelle, on pourrait penser que c'est des questions de texture ou d'ambiance, mais je crois que ce qui est important là-dedans, c'est que les effets de Ponticello, de Pied sont en fait les mélodies, sont les éléments principaux de la mélodie. Donc c'est ça qui est dur à faire ressortir, je pense. Je pense que la vraie difficulté, elle est dans l'équilibre sonore, parce qu'on est dans des nuances très basses, et notamment jouer un pianissimo qui est à peu près le même volume sonore qu'une harmonique Ponticello, c'est très difficile à réaliser, parce que c'est vraiment des modes d'attaque et de jeu très différentes, et du coup, il faut réussir à trouver cet équilibre dans ces modes de jeu. J'aimerais te dire quelque chose à son sujet. Mais d'abord un mot. Ange. C'est de lui que provient le climat de cette pièce. Les anges du ciel. L'état inconcevable après la mort. J'ai au sujet de ces choses une foi de plus en plus absolue. Paradis et enfer. Mais pas au sens transposé d'enfer terrestre, de conditions de cette vie. Non, véritablement après la mort. Je ne voudrais pourtant pas séparer l'ici-bas de l'au-delà. Finalement, dans cette bagatelle, il y a très peu de sons, entre guillemets, normaux. Il y a très peu de sons à l'archet, sans que ce soit brouillé par le fait de jouer sur le chevalet, avec un côté sourdine, donc il y a un côté un peu satiné, justement. Et beaucoup de jeux d'harmonique, justement, et d'échanges de jeux d'harmonique aussi. Et qui font que on reste dans une tessiture qui est finalement assez haute. La seule fois où on redescend un tout petit peu dans le terrestre, c'est la mesure 7. Donc effectivement, c'est pas si étonnant d'entendre ce genre de choses, parce qu'il y a un côté effectivement très, pas pastel, mais quelque chose d'assez lumineux, en fait. Ok, avec tout le monde. Enfin, je veux dire, depuis le début, tout est complémentaire finalement pour former ce thème. Alors avec tout ou pas? Avec tout? Ah bon. La 6e et dernière pièce est la plus difficile des bagatelles à tout point de vue, compréhension et interprétation. Sa difficulté se voit multipliée au centuple du fait de la simplicité de la précédente, dont elle hérite en quelque sorte. C'est un chant populaire, Volkslied, rempli d'effroi. Mais au début se cachent là derrière des notes dissociées, archétypes de ce que l'on baptisera plus tard composition ponctuelle.
Il y a comme une sorte d'échange qui tourne en rond en fait entre nous trois, spatialement. Plus toi qui surgit un petit peu de ce chaos. Oui, mais en même temps, c'est la première fois qu'il y a pas une phrase, mais une cellule lyrique aussi longue. Mhm. Je ne sais pas si ça va être un peu en dessous ou est-ce que ça doit prendre être sur le premier plan. Ça sera forcément sur le premier plan parce qu'on n'a pas de... Au niveau des nuances, si ça se passe bien, justement, normalement, tu n'as absolument pas besoin de forcer. Du coup, tu pourrais te permettre de plutôt te concentrer sur le dessin du soufflet. Et de toute façon, et en même temps de créer ce climat un petit peu de... En fait, on a comme un lambeau de phrases en fait qui fait que on a ce ralenti en fait.
Thank